Nous allons revenir sur cette question de la singularité, mais avant, nous rejoignons à nouveau en Californie, décidément, hi, bonjour, bonjour de Marseille, bonjour depuis Marseille, Mathis Wacker Nagel. Très bien. Ah, mais on peut parler français, c'est ça, c'est formidable. Ah oui, un peu. Un peu. Bon, On verra. On verra. Alors, on vous connaît bien chez nous parce que vous avez créé ce réseau qui s'appelle Global Footprint et on vous connaît surtout pour l'ecological footprint, autrement dit l'empreinte écologique. Ça, c'est un terme qui a fini par passer un petit peu dans notre mentalité collective et encore plus, c'est ce fameux jour de l'année où on va parler du jour de dépassement de la Terre. On en a pas mal parlé dans les médias généralistes, à la fois sur Internet, mais aussi à la radio, à la télévision, dans les organes de presse, en France, parce que ce jour du dépassement, cette année 2014, c'était le 18 août. Et là, nous sommes toujours le 5 décembre hein, en France. On est encore le 5. On a vraiment dépassé quoi ? Redites-nous, qu'est-ce que c'est que l'empreinte écologique et que ce jour du dépassement ? On consomme trop, notre terre ne va pas suffire ? Redites-nous tout ça. En fait, c'est très simple. On fait une comptabilité pour comparer combien on utilise de nature en termes de terrain écologiquement productif, c'est la biocapacité, combien de biocapacité on a sur la Terre ou en France, et on compare ça avec combien il faut pour nous nourrir, pour nous chauffer et tout ça. Donc, l'empreinte écologique, c'est l'utilisation de terrain écologique, et on compare avec la biocapacité. Au niveau mondial, on utilise maintenant à peu près 50% de plus de ce qu'on peut être régénéré. Ça veut dire entre la consommation humaine de l'humanité entre janvier 1er et août 18, et autant que la Terre peut régénérer dans une année. Alors vous prévoyez un... Est-ce que vous nous prévoyez une apocalypse, là ? Est-ce que vous nous pointez une année où vraiment ça va devenir catastrophique ? Vous êtes dans cette perspective ? On va plus réussir à vivre si vous nous prévoyez ça. Si on veut, on peut changer la tendance. Mais si on fait rien, obviamente, la tendance ne change pas tellement. Donc, c'est pas une apocalypse en ce sens-là, mais c'est déjà aujourd'hui que quelques pays qui n'ont pas l'argent pour acheter les ressources et qui sont dans un déficit écologique eux-mêmes ont des difficultés à vivre bien. Si par exemple on voit le printemps arabe, par exemple l'Égypte, là on voit une grande demande de ressources avec un approvisionnement de ressources en Égypte qui est beaucoup moins, donc il y a un conflit. C'est un peu comme c'est le conflit entre une demande qui grandisse et une capacité écologique limitée en Égypte, et ça produit les conflits qu'on voit maintenant dans le monde arabe. Est-ce que depuis que vous avez amorcé ce genre de travaux, est-ce que des pays, des gouvernements ont fait appel à vous pour mieux connaître leur propre empreinte écologique, ou bien est-ce que ça a mis beaucoup de temps et d'une certaine façon vous aviez un certain nombre de lieux qui ne veulent pas savoir, qui font comme si, qui se cachent les résultats. À quoi avez-vous affaire finalement et avec qui discutez-vous? Il y a un peu de tout. Non, par exemple, on travaille très bien avec les Émirats arabes unis, Dubaï et Abu Dhabi. Eux, ils sont très intéressés. On a un programme d'investigation en commun sur entendre bien les flux de ressources et ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer l'efficience de l'économie. Il y a à peu près 12 pays qui ont fait des revues sur notre analyse pour voir si les chiffres sont
réellement une réflexion du pays. Même la France a 3 fois fait une révision de nos chiffres. Par exemple, le Bureau de statistique du ministère du Développement durable de la France, il y a à peu près 3 ans, je pense, a fait une révision. Ça coïncidait? Vos chiffres et les leurs coïncidaient? Sur 3%. Donc c'était une coïncidence très très bonne. Mais la France a un peu travaillé sur l'empreinte écologique, pas tellement forte, mais par exemple l'Agence française de développement nous a appuyé pour faire des travaux avec les Philippines où on travaille beaucoup. Vous citiez au départ les Émirats arabes unis. Là, l'empreinte écologique, elle est juste terrifiante, non, dans les pays du Golfe? Oui, eux, d'une part, ils ont une empreinte écologique très élevée et aussi ils ont très peu de biocapacité. Donc, ils reconnaissent que c'est un risque. Mais ce sont aussi des pays qui attaquent les risques. Ils ne se cachent pas. Ils savent que c'est un risque. C'est pour ça qu'ils travaillent avec nous. Comment allez-vous faire évoluer ces travaux? Vous les poursuivez parce que, d'une certaine façon, ça donne le pouls de la planète et de ses différents continents. Mais vous voulez transformer vos travaux? Vous allez les orienter autrement? En fait, la comptabilité, on fait tous les années et on les fait mieux chaque année parce que la science avance, etc. Donc on peut faire des chiffres plus précis, plus robustes chaque année. Mais aussi on travaille avec de différents publics. Par exemple, maintenant on travaille de plus en plus avec le monde des finances parce que par exemple S&P et Moody, ils nous disent quels pays sont les plus stables du point de vue économique. Et nous faisons l'argument que la dimension des ressources doit être aussi inclue dans ce calcul de la stabilité des pays. Donc, si les investisseurs ne connaissent pas bien la situation des ressources des pays, ils pourraient perdre de l'argent. Donc, le risque des ressources n'est pas encore adéquatement reconnu dans le monde des finances. Mais ça commence. C'est vers là que vous allez orienter votre entrée. C'est une des entrées. Une autre entrée, c'est aussi travailler dans le domaine du développement humain, par exemple, pour voir si on peut faire les interventions sur le plan humain, les projets du développement international plus effectifs, reconnaissant les contraintes écologiques. Maintenant, on fait un projet en Inde avec des entrepreneurs sociaux. D'accord. Eh bien, merci Mathis de nous avoir parlé depuis la Californie, où j'espère que vous avez du beau temps. Au Réchauffement contraire, climatique on a finalement la pluie et on n'a pas suffisamment de l'eau, donc on est très heureux d'avoir la pluie. Bon, bonne nouvelle. Effectivement, il y a une quasi-crise de l'eau, mais dont on nous dit quand même que la Californie arrivera à s'en sortir. Je ne sais pas trop comment, mais bon. Très bien, merci beaucoup. Au revoir, ici c'est le soir et chez vous c'est la pleine journée, c'est midi autour de la Terre. C'est ça. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup, bonne journée. Jean-Charles Hardic, alors l'empreinte écologique de Marseille, ça existe ça? Bien sûr, on l'a calculé d'ailleurs il y a assez longtemps, ça fait 9 ans déjà, en 2005, on a calculé l'empreinte écologique des Marseillais. Alors c'est une catastrophe? C'est la catastrophe à laquelle on s'attendait, celle de tous les consommateurs européens. On est à 5,21 de mémoire. Pour rappeler des chiffres, 1,8 de mémoire toujours, c'est la biocapacité de la Terre, c'est-à-dire 1,8 hectares productifs moyens par habitant sur cette Terre. Celle de la France, on a un pays un peu plus riche, c'est 3. Donc en théorie, on pourrait consommer 3. Mais consommer 3, ça voudrait dire être en autarcie. Ça serait quand même pas très sympathique, pas très solidaire. Ça voudrait dire que ceux qui ont moins de capacité doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont. Mais le pire, c'est qu'on n'est pas à 3, c'est qu'on est à 5,2. Donc les 2,2 qui dépassent, c'est à la fois nos propres ressources qu'on dégrade, mais finalement pas trop. C'est surtout les ressources des autres qu'on est en train de piller. Jean-Louis Rassoin, pardon.